oui ou Si non. tu cliques sur le lien, là, tu devrais pouvoir… Voilà, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à la protection des risques et des dirigeants qu'on organise donc à la Chambre de métier avec AG2R La Mondiale, que je remercie pour leur participation. On a 2-3 minutes de retard, on a eu des petits soucis de connexion, mais on va pouvoir démarrer. Voilà, on attend encore peut-être 1 ou 2 minutes des derniers retardataires et d'ici 1 ou 2 minutes, on commence pour deux. Merci en tout cas à toutes les personnes présentes. On va commencer. Parfait. Bonjour à tous. Vous me dites quand oui, on peut démarrer. En général, on attend 10h05 maximum pour les derniers retardataires. Voilà, je vois que certaines personnes ont déjà vu qu'il y avait un chat, donc c'est là que vous pourrez poser vos questions. Et Monsieur Curin, il répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire, c'est comme vous le souhaitez. Oui, alors, effectivement, moi je vais effectivement réaliser la présentation et je reviendrai sur toutes vos questions dans le chat après la présentation, pour ne pas perturber le déroulé comme le temps est imparti. Pour ceux qui voudront rester peut-être un petit peu après les 1 heure et les 50 minutes qui sont prévues, à ce moment-là, moi je pourrai rester en ligne pour répondre à vos questions. Bon, 10h04, 15 connectés, on peut commencer si vous voulez, Monsieur Curin. Merci encore à vous. Merci aux présents et voilà, je vous laisse la main sur ce webinaire. Merci beaucoup, M. Savé. Donc, effectivement, bonjour à tous. Je me présente, Thomas Curin, je suis conseiller en protection sociale dans le groupe AG2R La Mondiale, donc dans l'équipe de Metz en Moselle. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire donc en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec qui nous avons un partenariat depuis quelques années maintenant pour l'accompagnement des dirigeants, des artisans en Moselle dans la protection sociale. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, effectivement, c'est la protection des risques pour le dirigeant d'entreprise. Les risques qui peuvent être divers, on va y revenir juste après. Je vais quand même prendre quelques minutes juste pour vous représenter le groupe AG2R La Mondiale et également la volonté du groupe et la mission du groupe AG2R La Mondiale à travers le partenariat que nous avons avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, Thomas Curin, je suis conseiller en protection sociale, donc comme je l'ai dit, en Moselle, sur le marché des professionnels. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner tous les dirigeants d'entreprise en Moselle, pour mon équipe en tout cas. On est un peu plus de 11 000 collaborateurs en France, donc dans toutes les régions de France représentées. Notre travail, c'est d'accompagner donc le dirigeant d'entreprise dans sa protection sociale. Quand on entend protection sociale, effectivement, on va aborder tous les termes qui sont de la protection en cas d'arrêt de travail, de prévoyance, d'invalidité, de décès. C'est les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Mais également, protection sociale, c'est également la retraite, c'est également les couvertures de frais de santé et également les solutions d'épargne pour le dirigeant d'entreprise et son entreprise. Donc, le groupe AG2R La Mondiale, pour ceux qui nous connaissent, on est le premier groupe de protection sociale en France spécialiste de la protection de personnes. Notre mission, c'est de répondre à tous les besoins du dirigeant d'entreprise en termes de protection sociale tout au long de sa vie. Comme je le disais précédemment, donc nos métiers sont de vous accompagner sur les régimes obligatoires de la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire également, et donc toutes les solutions également de protection du dirigeant d'entreprise en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, en cas de décès à travers la prévoyance. Toutes les couvertures de frais de santé pour le dirigeant d'entreprise, mais également ses salariés. Et également donc les solutions d'épargne liées aux dirigeants d'entreprise ou directement à l'entreprise. Notre gouvernance est paritaire et mutualiste, donc on place toujours le sociétaire au cœur de notre stratégie et de nos choix. On associe effectivement donc nos assurés à nos réflexions, à nos décisions, à nos actions. Et on utilise également nos bénéfices aujourd'hui pour sécuriser nos engagements et développer une nouvelle garantie, renforcer nos services et innover. Notre rôle, c'est vraiment d'aider chacun dans ses choix, d'accompagner le dirigeant d'entreprise tout au long de sa carrière et tout au long de ses différentes étapes de vie qu'on va évoquer ensemble après,
pour apporter une pérennité et également une sérénité dans le futur lié à la retraite et lié à la protection de son entreprise. Donc, l'approche du bilan patrimonial, aujourd'hui, le dirigeant d'entreprise, vous êtes en possession de 3 patrimoines qui sont définis ici. Donc, le patrimoine professionnel, tout simplement, c'est représenté par l'entreprise que vous dirigez, la valeur de votre entreprise. Il faut savoir que sur chacun de ces patrimoines, nous avons des spécialistes aujourd'hui pour vous accompagner. En l'occurrence, dans le cas du patrimoine professionnel, on va faire référence plutôt aux spécialistes en transmission d'entreprise organisée. Vous avez également un patrimoine privé. Le patrimoine privé, ça va tout simplement être votre épargne financière, ça va être vos différents biens immobiliers et mobiliers. Donc là également, vous avez un patrimoine privé qui est généré, entre parenthèses, par le patrimoine professionnel qui vous génère des revenus, et également par le patrimoine social. Quand on parle de patrimoine social, on fait allusion en fait aux droits sociaux que vous achetez à travers vos cotisations sociales obligatoires. Aujourd'hui, quel que soit le statut de votre entreprise, quelle que soit la forme de rémunération que vous versez, il y a automatiquement des cotisations sociales qui sont associées à cette rémunération. Bien, contrairement à de la fiscalité pure, les cotisations sociales créent un patrimoine social. Bon, je vais acheter des droits en cas d'arrêt de travail, je vais acheter des droits pour ma couverture des frais de santé au niveau de l'assurance maladie, je vais acheter des droits en cas d'invalidité, en cas de décès, mais surtout, je vais acheter des droits à la retraite. C'est la majeure partie des cotisations sociales vont sur ce sujet retraite. Et le patrimoine social est générateur de fiscalité, puisque lorsque je suis en arrêt de travail, je perçois des prestations de la sécurité sociale ou de la sécurité sociale des indépendants dans certains cas. Eh bien, ces prestations sont fiscalisées ou directement au niveau de ma retraite, le jour où j'arrive à l'âge de mon taux plein où je peux prendre ma retraite, les prestations de ma retraite sont fiscalisées et donc vont venir impacter le patrimoine privé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille en interprofessionnalité dans le réseau AG2R La Mondiale avec un encadrement juridique et fiscal. Donc, c'est une interprofessionnalité entre les compétences que pourront vous apporter un expert comptable, un avocat d'affaires ou bien un notaire. Donc, l'analyse des projets de votre vie future, c'est le socle de base de réflexion d'AG2R La Mondiale dans l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise. Le point de départ, c'est tout simplement le patrimoine du dirigeant, donc les 3 patrimoines qu'on a évoqués précédemment, professionnel de l'entreprise, privé à travers le financier, l'immobilier notamment, et le patrimoine social à travers les droits sociaux et la retraite. Eh bien, l'idée, c'est de les optimiser ou de vous accompagner, de vous donner du conseil pour qu'ils soient en adéquation avec vos projets de vie, notamment les projets de vie en retraite. Certains auront besoin de capitaux de fin de carrière, d'autres auront besoin plutôt de rente viagère jusqu'à la fin de leur vie. Eh bien, nous, notre rôle, c'est de vous accompagner et d'optimiser ces 3 patrimoines pour qu'ils puissent à la fois protéger votre famille, protéger votre entreprise et également protéger vos futurs revenus en retraite à travers le patrimoine social. 3 approches. Donc, vous voyez, on va parler ici sur ce petit encadré des différentes étapes de la vie, comme par exemple les donations, les héritages, le départ à la retraite, la transmission de l'entreprise, la dépendance, une situation de veuvage ou le décès directement du dirigeant. Eh bien, on s'aperçoit que dans ces cas-là, les différents patrimoines sont impactés directement selon ces événements qui arrivent dans la vie du dirigeant d'entreprise. Et on va voir juste après, sur chacun des patrimoines, comment on peut protéger effectivement ces choses-là, comment on peut préparer également certaines situations, certaines situations de vie qui vont arriver tôt ou tard et sur lesquelles on peut anticiper, prendre de l'avance et préparer les choses. Donc, le dirigeant, on va aujourd'hui aborder la protection du dirigeant et de sa famille. Donc, trois protections du dirigeant. Ça va être d'abord le dirigeant lui-même, sa rémunération et sa famille. Ensuite, on va analyser comment protéger l'entreprise directement et les salariés de l'entreprise du dirigeant. Et pour terminer, dans le cas où vous êtes associé avec une autre personne, où il y a 2 associés dans l'entreprise, eh bien, comment protéger les associés entre eux
en cas de décès, par exemple, d'un des deux associés ou en cas d'invalidité d'un des deux associés, pour que effectivement l'autre associé puisse effectivement reprendre la gestion de l'entreprise ou en tout cas la possibilité de gérer l'entreprise directement suite au départ ou aux problématiques que peut rencontrer son associé qui a été impacté par une situation. Donc tout d'abord, hein, protéger le dirigeant et sa famille. On va prendre un exemple. Donc Madame Paul, 40 ans, mariée avec 2 enfants, qui reprend une entreprise familiale, une boulangerie avec 3 salariés et une rémunération, par exemple, de 50 000 euros par an. Sur les conseils de son avocat, elle crée donc une structure de type SARL dans laquelle elle est gérante majoritaire et elle se pose plusieurs questions. Donc, comment protéger ma famille et mes revenus? Quel serait le niveau de couverture en tant que dirigeant? Et le régime salarié est-il plus protecteur ou non pour le dirigeant d'entreprise? Donc, petite phrase, j'ai entendu que les régimes de prévoyance étaient très différents d'une caisse à l'autre, effectivement. On va s'apercevoir qu'en cas d'arrêt de travail, vous payez des cotisations sociales, que vous soyez travailleur non salarié, dirigeant majoritaire de SARL, ou que vous soyez dirigeant mandataire social assimilé salarié, comme par exemple dirigeant d'une SAS unipersonnelle. Eh bien, à ce moment-là, dans les 2 cas, je vais payer des cotisations sociales liées à ma rémunération. Je vais acheter des droits en cas d'arrêt de travail, notamment des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Et les indemnités vont bien évidemment être différentes selon les différents statuts, puisque les taux de cotisation sociale sont également différents à l'entrée. Donc là, on va s'apercevoir, donc là, on va comparer les 2 statuts qu'on vient d'évoquer juste avant. Donc, pour une rémunération de 50 000 euros soumis à cotisation sociale annuelle, dans le cas d'un salarié, on va avoir des prestations à hauteur de 46 euros par jour du 3e jour d'arrêt de travail jusqu'à la 3e année d'arrêt de travail maximum. Il faut savoir que l'arrêt de travail ne dure jamais plus de 3 ans, dans le sens où si un arrêt de travail dure plus de 3 ans, on bascule automatiquement dans ce qu'on appelle soit une ALD, une affection de longue durée, soit directement sur un niveau de handicap reconnu. À ce moment-là, on ne parle plus d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, mais plutôt de handicap. Eh bien, on va se rendre compte que le salarié qui va payer un certain taux de cotisation sociale va se retrouver avec des prestations qui correspondent à 33% de cette assiette de 50 000 euros qu'on pourra assimiler à du salaire annuel brut, contrairement effectivement aux dirigeants travailleurs non salariés, qui lui va avoir des prestations de la part du SSI qui vont s'élever à hauteur de 56 euros par jour. Donc, à partir du 7e jour pour lui, dans ce cas-là, jusqu'à un maximum de 1095 jours. Donc là, une idée reçue, finalement, c'est qu'on croit souvent que le travailleur non salarié est moins bien couvert que le salarié. En réalité, non, il est aussi bien couvert, voire même mieux couvert dans certains cas, liés notamment à une rémunération, par exemple, de 50 000 euros. Ce qu'il faut voir maintenant, effectivement, c'est que le mandataire social, lui, va avoir la possibilité de se couvrir à travers des protections sociales collectives qui vont s'étendre à lui, à l'ensemble de ses cadres, voire même à l'ensemble de ses salariés, alors que dans le cas de la sécurité sociale des indépendants, le travailleur non salarié, lui, va prendre une couverture individuelle et personnalisée qui s'applique uniquement à ses propres besoins. Donc, comme j'ai évoqué juste avant, hein, si on a un arrêt de travail qui dure plus de 3 ans ou si on est reconnu en situation de handicap directement par la sécurité sociale, et à ce moment-là, on ne parle plus d'indemnité journalière, mais on parle bien de rente invalidité annuelle. Et donc, on voit qu'effectivement, sur ce sujet-là, le statut de mandataire social SAS ou alors le statut de travailleur non salarié SARL va apporter à peu près les mêmes droits en termes de protection à hauteur d'à peu près 40% des revenus d'activité déclarés. Vous avez sur la droite un détail des différentes caisses, notamment des professions libérales. Très rapidement, c'est simplement pour vous rappeler qu'aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 42 caisses de cotisations différentes. Pour les professions libérales, il y a des caisses liées à chaque profession en particulier. Et on se rend compte que ce sont des accords qui ont été mis en place à une certaine époque en 1947. Et chaque caisse a eu la possibilité de négocier elle-même sa protection sociale et le coût également de sa protection sociale. Les taux ne sont pas les mêmes. C'est pour vous dire
que dans le cadre de l'activité du dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, pouvoir s'entretenir avec un spécialiste de la protection sociale, ça permet vraiment d'être sûr déjà au niveau des régimes obligatoires, d'être basé sur la bonne caisse et sur les bons niveaux de prestation de vos régimes obligatoires, ce qui est la base pour derrière déterminer les niveaux de prestations nécessaires à couvrir en complément sur les régimes complémentaires si c'est le cas. Et pour terminer, donc, le risque décès au niveau des régimes obligatoires toujours. Donc, petit rappel sur le contexte du risque décès en France, sur l'année 2019 notamment. La population française, donc un peu plus de 67 millions d'habitants. On a eu 612 000 personnes décédées en 2019. Et donc, ça représente une personne sur 5 qui était âgée entre 30 et 65 ans. Ça veut dire qu'un dirigeant d'entreprise sur 5, si on extrapole, se retrouve en situation de décès durant sa période d'activité, autrement dit avant la retraite. Et ce sont des chiffres qui sont assez alarmants finalement, parce qu'on se rend compte que c'est là où justement avoir mis une protection sociale suffisante en place en amont, ça va permettre de protéger l'entreprise et de protéger la famille par rapport à ce risque évoqué juste avant. On voit qu'il y a un peu plus de 7000 entreprises qui ont disparu suite au décès de leurs dirigeants. En sachant que la cause générale de ces décès, c'est bien souvent par maladie. Alors, par maladie, on peut parfois prévoir les choses, ou en tout cas savoir avoir l'information un petit peu avant que la situation ne se réalise. Lorsque le décès intervient par accident, eh bien là, si on n'a pas été prévoyant, si on n'a pas mis une protection sociale pour l'entreprise et pour la famille en place en amont, eh bien là, le risque est instantané, on ne peut plus se retourner. Et donc, on va se rendre compte effectivement que sur la protection sociale du risque décès, elle est quasi inexistante au niveau des régimes obligatoires, donc en cas de salarié ou au niveau du SSI. Un salarié aujourd'hui qui vient, un dirigeant salarié et un mandataire social qui vient effectivement à partir durant son activité, la sécurité sociale va verser un capital décès de 3 472 € à ses héritiers. Dans le cas du travailleur non salarié, au SSI, on va être sur un capital de 8 277 €. Ces montants-là sont forfaitaires et ne dépendent pas de la rémunération. Donc, quelle que soit la rémunération du mandataire social ou du dirigeant non salarié, ce seront toujours ces prestations qui seront versées par la sécurité sociale des indépendants ou la sécurité sociale des mandataires sociaux. Dans le cas effectivement du mandataire social, il a la possibilité, comme je l'expliquais, d'adhérer à des conventions collectives qui sont régies par le domaine d'activité dans lequel il exerce. Mais ça, c'est sous réserve que le dirigeant mandataire social ait mis une protection sociale en place pour l'ensemble de ses salariés et lui-même compris. Lorsque le dirigeant est seul dans l'entreprise, à ce moment-là, il n'a pas d'obligation de mettre en place une couverture collective pour sa propre personne étant seul dans l'entreprise. Et donc, la protection sociale, on va dire, des conventions collectives qui ont vocation à protéger les salariés ne couvre pas forcément toujours le dirigeant salarié qui est mandataire social donc, de son entreprise. Et c'est là où, effectivement, notre rôle, ça va vraiment être d'identifier la couverture sociale de l'entreprise pour ses salariés et pour le dirigeant, pour être sûr que ce soit bien en adéquation avec les besoins, justement, de notre dirigeant. Une synthèse existante, donc on va aussi parler de rentes conjointes. Donc là, on va s'apercevoir que sur tout ce qui va être des rentes pour l'éducation des enfants ou les rentes conjointes, on n'a pas de protection sociale pour les mandataires sociaux ou les travailleurs non salariés. Les seuls qui bénéficient aujourd'hui d'une protection de la part des régimes obligatoires, ce sont les caisses de profession libérale, certaines caisses de profession libérale. Ce sont des accords qui ont été convenus comme ça entre les représentants de la profession et la caisse en question dans les années 50. Encore une fois, ça remonte à une époque qui n'était pas vraiment la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, effectivement, à ce moment-là, certaines caisses avaient souhaité protéger le conjoint survivant en cas de décès à travers des rentes pour le conjoint et également à travers des rentes éducation. Ce sont des choses qui existent à travers les contrats complémentaires facultatifs. On peut se protéger contre ces risques-là, mais effectivement, on n'a aucune protection à travers les cotisations sociales obligatoires qu'on va régler liées à la rémunération auprès du SSI ou auprès de la sécurité sociale pour les mandataires sociaux.
Un petit focus quand même sur la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie qui est assez importante à souligner. Aujourd'hui, le contrat d'assurance vie, hein, pour rappel, c'est des solutions d'épargne que vous pouvez mettre en place qui relèvent d'un cadre fiscal qui est privilégié. Le mécanisme étant de transmettre des capitaux aux bénéficiaires que vous pouvez choisir. L'avantage, c'est effectivement donc de pouvoir choisir les bénéficiaires, même s'ils ne sont pas des héritiers directs, sous réserve de sommes manifestement exagérées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement aujourd'hui, vous avez la possibilité, à travers une assurance vie, de choisir vos bénéficiaires et qu'ils ne soient pas forcément vos héritiers légaux. Pour autant, il n'y a qu'une partie de votre masse successorale totale qui peut être léguée à qui vous voulez et qui va dépendre du contexte familial, du nombre d'enfants, etc. Donc, effectivement, une clause bénéficiaire d'assurance vie peut être requalifiée en cas de dépassement de cette quotité disponible. Ça, on pourra y revenir. C'est des cas assez spécifiques. Si quelqu'un, effectivement, a des questions sur ce sujet-là, on peut tout à fait vous accompagner. Il y a aussi une possibilité de requalification par l'administration fiscale à travers l'assurance vie, c'est-à-dire qu'une personne qui va détecter un risque de décès lié à une maladie, par exemple, une personne à qui on diagnostiquerait un cancer assez soudain, assez intense, et avec une estimation de durée de vie assez courte par la suite, eh bien, si effectivement cette personne vient à revendre tout son patrimoine immobilier pour le placer sur de l'assurance vie, pour le léguer à une tierce personne ou pour le léguer dans un cadre fiscal plus avantageux, eh bien là, l'administration fiscale a la possibilité de requalifier effectivement le traitement fiscal de la succession, dans le sens où ça n'a pas été fait en amont, en travail pour protéger d'un risque inconnu, d'un risque possible, mais ça a été plutôt réalisé en conséquence d'un risque déjà existant et déjà connu. Donc la clause bénéficiaire, bien évidemment, est rédigée lors de la conclusion d'un contrat en assurance vie et elle reste modifiable à tout moment par le souscripteur, bien évidemment. Point de vigilance, donc là on va parler ce coup-ci des points de vigilance sur la protection sociale de la famille à travers ce qu'on va appeler la prévoyance complémentaire, c'est-à-dire les contrats de prévoyance que vous pouvez mettre en place en tant que dirigeant d'entreprise pour garantir bien votre rémunération en cas d'arrêt de travail, pour garantir une rente en cas d'invalidité et également pour garantir eh bien, des capitaux d'essai pour votre famille en cas de décès du dirigeant. Donc, on parle d'un délai de carence en accident du travail. Il faut savoir, par exemple, que dans les contrats d'assurance de prévoyance, c'est le cas dans ce que je vais vous évoquer précédemment, c'est le cas pour nos contrats, effectivement, AG2R La Mondiale, les solutions AG2R La Mondiale. C'est également le cas pour les autres solutions que vous pouvez trouver par ailleurs. Il faut savoir que vous avez un délai de carence en cas d'arrêt de travail par rapport à des pathologies déjà connues. C'est-à-dire que si effectivement je souscris aujourd'hui une assurance pour me protéger en cas d'arrêt de travail, protéger mes revenus, eh bien si une pathologie intervient dans les 3 premiers mois suite à la prise d'effet de mes garanties, eh bien à ce moment-là, il y a ce délai de carence de 3 mois qui existe pour éviter qu'une personne qui ressent une maladie le jour même aille voir un assureur avant de faire constater cette maladie par un médecin, par exemple. Ensuite, vous allez avoir des durées d'indemnité journalière, c'est-à-dire qu'on va choisir la durée pendant laquelle je vais venir pour compléter ma rémunération. Si je reviens un peu plus tôt dans ma présentation, on parlait tout à l'heure de, par exemple, 56 € par jour pour un travailleur non salarié. Bien là, un dirigeant qui aurait besoin, par exemple, de 100 € par jour, ce qui correspondra à peu près à 3 000 € de rémunération nette imposable par mois, eh bien, il peut choisir la durée de l'indemnité, qui peut aller jusqu'à 90 jours, jusqu'à 1 an, jusqu'à 3 ans. Il peut également choisir la franchise, c'est-à-dire la période à partir de laquelle l'assureur va intervenir. Donc, la franchise qui n'a rien à voir avec le délai de carence. Le délai de carence, c'est une carence de garantie pendant un certain temps après la conclusion du contrat. La franchise, elle, ça va tout simplement être un délai pendant lequel l'assureur n'intervient pas en cas d'arrêt de travail. Je choisis aujourd'hui de me couvrir pendant 30 jours. Je considère que j'ai de l'épargne de côté, que je peux être mon propre assureur pendant 30 jours. Si je ne peux pas travailler, j'ai quand même suffisamment de trésorerie, j'ai quand même suffisamment d'épargne pour pouvoir vivre un mois sans prestation. Ou en tout cas avec les prestations des régimes obligatoires qui sont de 40%, on l'a vu tout à
l'heure, eh bien, je peux choisir un délai d'intervention plus ou moins long auprès de mon assureur. Le niveau de la garantie et son évolution, c'est très important, mais c'est de suivre le contrat, de suivre un petit peu les besoins du dirigeant. Si ma rémunération évolue, bien automatiquement, le niveau de ma garantie en cas d'indemnité de revenus, elle doit évoluer aussi. On va aussi aborder un sujet de fiscalité des cotisations et fiscalité des prestations. Aujourd'hui, un travailleur non salarié, un dirigeant a la possibilité d'appliquer ses cotisations avec un effet défiscalisé à travers la loi Madelin. C'est-à-dire que les sommes qu'il va verser à l'assureur au titre de la prévoyance pour justement couvrir ce risque en cas d'arrêt de travail ou ce risque en cas d'invalidité, eh bien, elles vont être déductibles de son impôt sur le revenu. Pour autant, dans ce cas précis, eh bien, la fiscalité des prestations, les prestations seraient fiscalisées. L'idée étant tout simplement de remplacer un revenu imposable par une prestation imposable également à peu près à la même hauteur ou en fonction des besoins. Et de cette façon-là, on se retrouve avec le dirigeant qui se retrouve toujours avec la même rémunération imposable, donc le même niveau de pression fiscale et le même niveau de pouvoir d'achat finalement au quotidien pour pouvoir répondre à ses besoins. Il faut savoir que cette notion de fiscalité s'applique également sur le risque décès. On a le choix effectivement aujourd'hui de déduire les cotisations liées au risque d'essai de la pression fiscale. Eh bien là, attention néanmoins, ça voudrait dire que les prestations seraient fiscalisées aussi, auquel cas les bénéficiaires, c'est-à-dire la famille, le conjoint, les enfants qui percevraient des prestations qui seraient fiscalisées et donc automatiquement devraient rétribuer une partie des prestations sous forme de fiscalité en impôts. On va également parler de taux d'invalidité garanti. Il faut savoir que dans les propositions AG2R à la mondiale, on prend en considération dans le taux d'invalidité deux choses. Ce n'est pas le cas de tous les intervenants en matière de prévoyance. On va prendre en compte à la fois le taux d'invalidité fonctionnel qui va être lié à la vie courante. Je donne un exemple. Eh bien, si je perds un doigt, je vais avoir un taux d'invalidité fonctionnelle qui va être assez faible finalement parce que pour exercer les gestes du quotidien ou ma vie du quotidien, le fait d'avoir un doigt en moins, ça va me procurer un taux de handicap qui va être finalement assez faible, dans le sens où je vais quand même être assez capable d'organiser ma vie. Bien maintenant, on va prendre aussi en considération le taux d'invalidité fonctionnelle. Vous êtes artisan, vous utilisez vos mains aujourd'hui pour créer, pour fabriquer, pour travailler. Eh bien, un artisan qui viendrait perdre un doigt ou deux doigts ou par exemple un pouce, qui est beaucoup plus utile, eh bien, il pourrait toujours avoir ce taux d'invalidité fonctionnelle assez faible, mais en face, avoir un taux d'invalidité lié à son activité professionnelle qui, lui, serait assez élevé et qui, du coup, générerait des prestations puisque l'artisan ne pourrait plus exercer les mêmes activités qu'il exerçait auparavant dans son domaine d'activité liées à ce handicap. Donc, l'assiette de la rente invalidité, pareil, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est la base sur laquelle on va garantir en fait le montant de l'invalidité. La rente invalidité est régie par deux éléments. C'est à la fois la rémunération que j'ai souhaité couvrir en amont et en parallèle le taux d'invalidité qui m'a été reconnu, donc soit fonctionnel, soit professionnel, pour déterminer le montant de la rente en pourcentage. Le montant des capitaux d'essai donc, est toujours à revoir, comme j'expliquais précédemment. Le montant des capitaux d'essai ayant vocation à finalement venir générer un revenu de substitution pour le conjoint lié à la disparition du dirigeant d'entreprise. Les montants de capitaux d'essai peuvent également servir à financer d'éventuels droits de succession qui pourraient être générés à travers l'actif successoral, en tout cas le patrimoine qui serait transmis par le dirigeant. Les capitaux d'essai peuvent également être constitués en fonction du nombre d'enfants, tout simplement pour garantir de longues études aux enfants, où là, on va considérer, par exemple, qu'une année d'études après le baccalauréat, une année d'études supérieures, c'est à peu près 10 000 € par an et par enfant. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui nous permettent d'accompagner le dirigeant aujourd'hui pour déterminer quels sont les bons montants de capitaux d'essai à couvrir pour protéger sa famille. Et bien évidemment, ça va dépendre de la situation personnelle et professionnelle du dirigeant d'entreprise. On va aussi également avoir cette notion de rente éducation ou rente conjoint qui existe sur certaines caisses, on l'a vu avant, mais pas dans le cadre des mandataires sociaux ou des travailleurs non salariés de la sécurité sociale des indépendants.
Eh bien là, dans le cadre des rentes éducation ou conjoint, on va pouvoir garantir des rentes pour le conjoint jusqu'à la retraite et pour les enfants jusque tant qu'ils sont toujours en train de poursuivre leurs études. Il faut savoir également que dans les produits AG2R à la mondiale, dans les solutions qu'on propose, vous avez systématiquement une prise en charge des problèmes de dos et des problèmes d'affection psychologique. Il faut faire très attention à ça parce que ce sont des garanties qui font très souvent partie d'une option dans les contrats d'assurance prévoyance. Et je vais vous citer un exemple qui est assez parlant pour moi d'un dirigeant que j'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière. Ce dirigeant a eu un problème au coude à un moment donné qui a généré un léger taux d'invalidité. Aujourd'hui, ce dirigeant ne peut plus changer sa prévoyance puisque c'est soumis à questionnaire médical. Bien évidemment, on prend en compte la situation médicale, l'état médical de la personne avant de la garantir. Donc, mon dirigeant est dans une situation où il ne peut plus changer son contrat d'assurance parce qu'aujourd'hui, aucun autre assureur, maintenant que le risque est existant, ne voudrait garantir la problématique qu'il a au niveau du coude. Il s'avère que ce même dirigeant a maintenant des problèmes de dos. C'est un artisan qui travaille dans le BTP. Et son contrat ne couvre pas les problèmes d'affection dorsale et d'affection psychologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par sa situation, il ne peut plus changer puisque aujourd'hui les assureurs ne couvriraient plus les problèmes qui sont liés à une première pathologie. Et dans le cadre de ces affections dorsales, son assureur ne couvrant pas correctement ces affections-là, ne peut pas percevoir de prestations en cas d'arrêt de travail lié à une affection dorsale. C'est pour ça vraiment qu'il est très important de faire attention aux garanties qu'on va prendre dans le contrat de prévoyance qu'on met en place à un certain moment donné et sur les montants des garanties pour être sûr que ça colle bien avec les besoins que vous avez en tant que dirigeant d'entreprise et les besoins de votre famille surtout. Donc, première idée reçue, je serai aussi bien couverte en tant que gérant majoritaire qu'en tant que salarié. En fait, on va se rendre compte qu'il est tout à fait possible de se couvrir à peu près à la même hauteur en étant dirigeant cadre ou alors en SSI plus prévoyance. Et le coût va être sensiblement le même. Simplement, effectivement, dans un premier cas, c'est l'entreprise qui va mettre en place un contrat collectif pour l'ensemble des cadres, dont le dirigeant mandataire social. Dans le cas du travailleur non salarié sur la droite, le coût de la prévoyance va être individuel et lié à l'état de santé du dirigeant d'entreprise. Ce qu'on va observer notamment, principalement, c'est que vous avez une différence de coût de cotisation sociale, de coût global de cotisation sociale entre à gauche un gérant assimilé salarié, donc par exemple de SAS. Là, les taux de cotisation sociale sur le salaire brut, un salaire équivalent, va être plus important pour la même rémunération en net à payer pour avoir toujours 50 000 € de rémunération imposable. Le coût en termes de cotisation sociale va être plus important pour le dirigeant salarié que pour le travailleur non salarié. Avec un différentiel d'à peu près 16 900 € d'un cas à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prestations, comme on l'a vu tout à l'heure, en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès ne sont pas les mêmes, mais également par rapport au sujet de la retraite, le dirigeant salarié va avoir des taux de cotisation qui vont être plus élevés, donc à la sortie des droits à retraite qui seront plus élevés que le travailleur non salarié qui aura effectivement un coût de cotisation sociale allégée, mais donc en face, forcément, il va acheter moins de prestations par rapport à la retraite. Donc un patrimoine social, c'est de ça qu'on parlait au départ, qui sera moins élevé que dans le cas du dirigeant assimilé salarié. Donc ensuite, il y a aussi un sujet qui est de protéger son entreprise et les salariés de l'entreprise pour le dirigeant. Donc, on va reprendre effectivement un exemple. Donc, l'entreprise Madame Paul, toujours, a évolué. Aujourd'hui, elle a 6 salariés. Son revenu imposable est passé à 70 000 € et elle a la possibilité de se verser chaque année 20 000 € de dividendes via les bénéfices qui ont été générés par son entreprise. Donc, dorénavant, en plus de sa rémunération, Madame Paul a des dividendes à hauteur de 20 000 € et elle se demande qu'est-ce qui se passe si demain, effectivement, elle est en arrêt de travail vis-à-vis du traitement de ces dividendes. Mais il faut savoir que la plupart des chefs d'entreprise pensent à assurer leurs revenus en cas d'arrêt de travail. On l'a vu tout à l'heure, les indemnités journalières. Les indemnités journalières, elles viennent remplacer le revenu imposable. Le dividende n'est pas considéré comme un revenu imposable régulier, mais plutôt comme un revenu exceptionnel lié au bénéfice de l'activité. Et si demain, en cas d'arrêt de travail, le dirigeant continue à percevoir un revenu de remplacement à travers les indemnités journalières et le contrat de prévoyance,
Les revenus issus des capitaux, donc les dividendes, eux, ne sont pas couverts. Ils peuvent faire l'objet d'une couverture à travers la couverture des dividendes. Il s'agit d'une couverture de protection des revenus non professionnels, et donc c'est aux dirigeants de mettre en place cette couverture-là, qui, elle, est financée par le dirigeant, mais où il n'y a pas d'effet fiscal déductible, comme on l'a vu précédemment en prémisse sur l'arrêt de travail, la protection des revenus. Donc, comment faire pour payer une partie des charges de l'entreprise si j'étais en arrêt? Tout simplement, aujourd'hui, j'ai la possibilité à la fois de protéger ma rémunération en tant que dirigeant, mais aussi, il faut aussi que je protège mon entreprise. C'est souvent le cas dans votre cas, vous, artisan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon entreprise a des frais fixes de loyer, d'électricité, de téléphone, les salaires de mes salariés, etc. Et souvent, le dirigeant est également la principale source de rémunération de l'entreprise. Eh bien, à ce moment-là, si je suis en arrêt de travail pendant 6 mois en tant que dirigeant, eh bien, j'ai ma prévoyance qui va garantir mes revenus, c'est très bien. En revanche, si je ne suis plus là pour apporter de l'argent à mon entreprise, si je ne suis plus là pour apporter un chiffre d'affaires à mon entreprise, elle, a toujours ses charges fixes qui vont s'appliquer et qui peuvent mettre en péril en fait la trésorerie de l'entreprise lorsqu'un arrêt de travail du dirigeant pourrait durer trop longtemps. Eh bien là, il est toujours pareil, possible de couvrir ces frais fixes de l'entreprise. Il est possible de les quantifier, de les analyser pour être sûr qu'en cas d'arrêt de travail pendant 6 mois du dirigeant, eh bien, il y a une prestation qui vient couvrir sa rémunération imposable d'un côté. Et de l'autre côté, à travers une autre solution, on va pouvoir protéger les frais fixes de son entreprise pour ne pas impacter sa trésorerie, mais également les dividendes, comme on l'a vu précédemment, qui sont des revenus de capitaux et non pas des revenus d'activité soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, ces risques-là sont couverts par ce qu'on appelle les frais généraux courants de l'entreprise. Si demain, le dirigeant est en arrêt de travail, il continue à percevoir un revenu de remplacement avec son assurance prévoyance, comme on l'a dit précédemment. Cependant, les charges courantes de l'entreprise continuent de s'accumuler et peuvent mettre en péril la trésorerie de l'entreprise. Donc, la solution, c'est de protéger l'entreprise en cas d'arrêt de travail du dirigeant pour qu'elle perçoive également des prestations en cas d'absence de son dirigeant. Ce qui peut être pris effectivement en compte dans cette protection des frais généraux, bien, ce sont cette liste détaillée de charges courantes, tout simplement d'eau, de gaz, d'électricité. Bien évidemment, les charges salariales, la masse salariale, les taxes, impôts qui, eux, seront toujours présents, effectivement, les intérêts et taxes payées, les cotisations d'assurance notamment, qui ne s'arrêtent pas, tout ce qui va être des emprunts, des crédits bail, les amortissements de l'entreprise, les éventuels agios bancaires, les cotisations syndicales, etc. Les éléments qui ne vont pas être pris en considération, par exemple, ça va être les charges, les achats de fournitures, de matières variables. Lorsque le dirigeant n'est plus là, il n'a plus forcément besoin d'acheter ces fournitures-là pour son activité. Donc, c'était concernant le risque en cas d'arrêt de travail. En cas de décès, comment protéger mon entreprise? Et là, il existe aussi une solution qu'on appelle la solution homme-clé. Alors, homme-clé, ce n'est pas une solution à proprement parler, mais c'est plutôt une fiscalité. L'objectif étant de couvrir le risque décès du dirigeant d'entreprise ou d'un salarié de l'entreprise qui est considéré comme un homme clé, du coup, de par le fait, dans le sens où il va apporter un réel chiffre d'affaires à l'entreprise et dans lequel, en l'absence du dirigeant ou du salarié en question, eh bien, il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre en l'absence de cette personne. Eh bien là, en cas de disparition de cet homme clé ou du dirigeant, ça provoquerait une baisse conséquente du chiffre d'affaires de l'entreprise et ça viendrait mettre en difficulté sa pérennité. Donc, qui est l'homme clé? Il faut définir qui est l'homme clé. Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est un salarié de l'entreprise qui est l'homme clé de l'entreprise? Et il faut également estimer la valeur de cet homme clé. C'est-à-dire, aujourd'hui, combien cet homme clé me rapporte en chiffre d'affaires annuel, mais également, si cet homme clé nécessite des qualifications, combien est-ce que ça peut coûter de reformer un nouvel homme clé qui va avoir les mêmes techniques que l'homme clé disparu? Peut-être que ça va coûter plus cher, peut-être que ça va générer aussi des coûts en termes de recherche de personnel. Eh bien, toutes ces questions-là, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à déterminer quels sont les bons montants à garantir pour être bien protégé dans ce cadre-là. Donc, j'expliquais que l'homme clé, c'est d'abord une fiscalité.
La garantie homme-clé permet, en fait, c'est souscrit par c'est l'entreprise qui souscrit ce coup-ci un contrat de prévoyance en assurant une personne physique. Donc, l'entreprise a la possibilité de déduire les cotisations versées des bénéfices de l'entreprise, donc de passer ça directement comme une charge. Attention néanmoins, comme tout à l'heure pour la protection des revenus du dirigeant, dès lors que j'ai une déduction fiscale à l'entrée, je vais avoir des prestations fiscalisées à la sortie. Et lorsqu'effectivement, je garantis 100 000 euros de capitaux pour mon homme clé, bien là, à ce moment-là, c'est considéré comme 100 000 euros de revenus exceptionnels de l'entreprise qui vont générer de l'impôt société. J'ai quand même la possibilité d'étaler sur 5 ans le produit exceptionnel qui est généré par les prestations de cette garantie pour éviter de me retrouver avec un taux de pression fiscale sur les sociétés qui serait trop important. Point de vigilance, l'entreprise est le bénéficiaire exclusif du contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'entreprise qui perçoit les prestations de la fiscalité à clé. Et les prestations, comme je le disais, sont considérées comme un produit exceptionnel et donc fiscalisées à ce titre. Pour terminer cette présentation, on va aborder le sujet de la protection des dirigeants entre associés. Donc, le risque aujourd'hui, lorsque on est 2 dirigeants associés, il y a un risque lorsque l'un des 2 associés vient à avoir un accident, une situation de handicap ou alors carrément un décès. Bien c'est que l'associé restant doit pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise en cas de décès d'un associé et de son incapacité à gérer également l'entreprise, et également éviter l'entrée de nouveaux associés non désirés. C'est-à-dire que si son associé effectivement vient à disparaître, s'il n'y a pas de protection qui a été mise en place croisée entre associés, eh bien, il va se retrouver associé avec les héritiers de l'associé défunt, avec qui il n'a pas forcément envie de devoir prendre des décisions quant à la gestion de l'entreprise. Il y a un risque également juridique, donc préserver les droits d'un associé et la gestion des biens en cas d'incapacité à gérer de son vivant. Il y a aussi des rédactions de statut d'un pacte d'associés et également des clauses bénéficiaires. Et pour terminer, il y a également donc un risque financier, bien la capacité d'un des associés à racheter les parts de son associé défunt sans léser les héritiers lorsque l'un des 2 associés est décédé. Éviter également une hausse d'impôt sur les sociétés, excusez-moi, sonnerie, éviter une hausse de l'impôt sur les sociétés, puisque lorsqu'il y a des emprunts professionnels qui sont contractés, en cas de décès d'un des 2 associés, il va y avoir un remboursement du capital de l'emprunt qui était prévu pour la société, et donc c'est considéré effectivement comme un revenu exceptionnel, toujours au même titre que la fiscalité à clé. Et donc, ça peut générer un surplus d'impôt sur les sociétés qui peut être handicapant. Ça peut également minorer les droits. Donc, que se passe-t-il en cas de décès si rien n'a été prévu? L'associé A vient à partir. L'associé B se retrouve associé finalement avec les ayants droit de l'associé A défunt. Avec lequel, du coup, il y a une perte de pouvoir, puisque avant ils étaient 2 associés majoritaires dans l'entreprise qui avaient, par exemple, plus de 50% des parts. Et bien là, l'associé B peut se retrouver minoritaire et ne plus avoir le pouvoir de décision total sur l'entreprise, auquel cas, il y a des conséquences juridiques, économiques, fiscales et notamment de gouvernance, comme je viens de l'évoquer. Une solution, donc, c'est la garantie croisée entre associés. En quoi consiste cette garantie-là? Bien, c'est de différer les pouvoirs en fait entre chacun des 2 associés en cas de décès du premier ou du deuxième. Si l'associé A décède, les ayants droit sont protégés à travers les garanties croisées, donc par rapport à la valeur des parts de l'associé décédé. Mais l'associé B, lui, survivant, garde le contrôle de l'entreprise et peut choisir, selon son envie, un nouvel associé ou sur lequel il n'aura pas forcément besoin d'avoir l'accord des ayants droit de l'associé A défunt auparavant. Un petit focus donc, sur la clause bénéficiaire de la garantie décès entre associés. Donc, si on est sur une clause bénéficiaire standard, comment ça se passe? Les parts sociales du dirigeant vont à ses ayants droit, il y a des droits de succession qui s'appliquent.
L'assurance décès également vont aux ayants droit et donc l'associé survivant, comme on l'expliquait avant, a une perte de contrôle sur l'entreprise puisque la valeur des parts ont été transférées à l'ayant droit. S'il y a une clause bénéficiaire croisée entre associés, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que c'est assez compliqué, ça ne concernera pas tout le monde, mais si effectivement certains d'entre vous ont ce sujet effectivement qui est à traiter, on pourra faire effectivement au cas par cas en fonction des situations, mais l'idée globalement, c'est de dire que le dirigeant décédé, il y a des parts sociales et il y a une assurance croisée. L'assurance croisée va permettre de verser la valorisation des parts directement aux ayants droit sous forme d'euros. Et l'associé survivant, lui, va récupérer les parts sociales de l'entreprise. Et de cette manière-là, personne n'est lésé. L'associé survivant récupère les parts sociales que son associé défunt devait léguer. Et les ayants droit, eux, ne sont pas lésés. Ils perçoivent les parts de l'entreprise qui ont été estimé par les deux associés lors de la mise en place de la garantie croisée. Et de cette manière-là, bien l'associé défunt a la certitude que ses héritiers vont bien percevoir la valeur des parts qui ont été définies ensemble au moment de la mise en place de la garantie, d'un commun accord. Donc, ça, c'est un exemple de clause bénéficiaire de garantie d'essai croisée entre associés. Une désignation, donc, c'est pour vous dire voilà, qu'on peut vous accompagner aujourd'hui dans la rédaction de ces clauses pour s'assurer qu'elles soient bien en adéquation avec vos besoins et qu'il n'y ait pas de problème vis-à-vis des ayants droit en cas de décès. Donc, pas de garantie d'essai croisé entre associés sans pacte d'associés et statut adapté. Effectivement, dans tous les cas, il faut un document juridique qu'on appelle le pacte d'associés qui permet effectivement de déterminer la transmission des pouvoirs aux associés survivants en cas de décès d'un des deux associés. Ça permet de garantir qui a la gouvernance, notamment de l'entreprise. Toutes ces choses-là peuvent être régies par plusieurs professions qui peuvent intervenir aujourd'hui, notamment les notaires, les avocats, votre expert en protection sociale à G2R La Mondiale. Donc, organiser aussi à l'avance une éventuelle protection juridique du chef d'entreprise ou associé de son patrimoine professionnel et personnel. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va aborder assez rapidement, mais qui est intéressant à savoir que ce risque existe. On va parler de mandat de protection future et de mandat à effet posthume. Un mandat, tout simplement, on va donner mandat à une tierce personne, on va choisir une tierce personne qui va obtenir le mandat de gestion pour l'entreprise, mais également pour le patrimoine privé, c'est tout à fait possible. En cas d'invalidité, si le dirigeant n'est plus en capacité de diriger son entreprise ou même d'organiser ses biens personnels immobiliers, son patrimoine privé, eh bien, on va pouvoir déterminer un mandat de protection future ou alors un mandat à effet posthume en cas de décès, eh bien, donner le mandat à une tierce personne pour gérer toutes les notions de succession, de transmission, de revente d'entreprise, tous ces éléments qui peuvent être à gérer justement après le décès du dirigeant. Donc, le mandat de protection future, comme j'expliquais, il vise à protéger à l'avance le dirigeant suite à une situation de handicap, par exemple, d'organiser à l'avance une éventuelle protection qui pourrait devenir nécessaire avec l'avancement de l'âge, par exemple, ou de choisir là où les personnes qui seraient chargées de la protection. Encore une fois, je balaye très rapidement ces éléments-là et je vais revenir sur vos questions parce que ce sont des sujets assez particuliers et qui sont plutôt à traiter au cas par cas en fonction des situations de chacun. Et donc, le mandat de protection future, donc en cas de vie, et pour terminer, donc le mandat à effet posthume, qui lui va plutôt servir en cas de décès de l'assuré, de représenter un tiers qui va pouvoir gérer ensuite les notions de succession par rapport au patrimoine professionnel, au patrimoine privé de la personne. Bien évidemment, il reste toujours les notions de clause bénéficiaire et d'emprunt, mais je ne vais pas m'étendre sur ces sujets-là. Encore une fois, ils sont vraiment très spécifiques et ils nécessitent du cas par cas. Alors, je vais me concentrer ce coup-ci sur, on arrive au bout des 50 minutes sur le chat. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport aux éléments qu'on a vus précédemment. Alors, moi, je n'ai pas de questions. Merci encore, Monsieur Curin. Je ne sais pas si elles vont arriver, mais n'hésitez pas en tout cas dans le chat. Voilà, ça vient, il y en a une. Un monsieur est en train de taper.
Bon, des fois, on se dit que moins il y a de questions, Alors, et plus c'était clair aussi. Donc, en attendant effectivement les questions, je vous rappelle on est effectivement aujourd'hui disponible pour vous rencontrer, pour vous accompagner sur ces sujets-là. Encore une fois, là, on a été très généraliste dans les termes qui ont été abordés. L'objectif d'AG2R Mondial lors d'un accompagnement, c'est de réaliser un audit personnalisé de protection sociale du dirigeant d'entreprise, dans lequel, en fait, tous ces éléments-là, on va les mettre en évidence avec des chiffres qui sont les vôtres, hein, pour le coup, et avec une situation professionnelle et familiale qui sont la vôtre, et sur lesquels, en fait, on va pouvoir avoir un accompagnement très personnalisé et beaucoup plus adapté que ces termes généraux qu'on vient d'évoquer pendant cette présentation. C'était relativement clair. Ben, merci, monsieur Garcia, effectivement. Et donc, alors, je ne sais pas au niveau des informations si nos coordonnées ont été transmises directement, monsieur Stinger, par rapport. alors, moi, je peux les transmettre. Je vais de toute façon envoyer une fiche de satisfaction dans la journée. Donc, je peux vous envoyer le PowerPoint en même temps, sans problème. Je vous envoie le PowerPoint. Et sachez que si vous restez 10 secondes à la fin du webinaire, une fois que je le finis, vous pouvez normalement récupérer le replay en fait, de l'intervention. Donc voilà, avec les explications. Mais dans tous les cas, moi, je vous envoie le PowerPoint. Je me le note dans la journée, vous aurez le PowerPoint. Parfait. Bah, écoutez, si c'était clair pour tout le monde, c'est plutôt une très bonne chose. Encore une fois, dans l'accompagnement, l'intérêt, c'est surtout de vous accompagner sur votre situation personnelle à chacun. Donc, n'hésitez pas, moi et mes collègues du groupe G2R Mondial de l'équipe de Metz, on est disponible pour vous rencontrer sur votre lieu de travail ou à votre domicile ou même dans nos locaux, hein, si vous préférez venir à notre rencontre. Et dans lequel, effectivement, on pourra vous accompagner sur ces sujets-là, et notamment le sujet de la retraite qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui est un des sujets principaux du patrimoine social du dirigeant d'entreprise, et sur lesquels aujourd'hui on a un savoir-faire unique chez AG2R La Mondiale en tant que spécialiste numéro 1 de la protection des dirigeants d'entreprise. Alors, j'ai une question. Alors, Madame Françoise Legault, bah, écoutez, vous aurez nos coordonnées avec plaisir pour vous accompagner effectivement dans la mise en place de solutions et de protection sociale adaptées. Je détiens 100% des parts sociales de ma SARL en cas de décès qui sont transmises à ces dernières. Bien, aujourd'hui, Monsieur Cicero, si vous détenez 100% des parts sociales de votre entreprise, en cas de décès, ce sont vos héritiers légaux, donc de l'actif de la masse successorale, qui vont être bénéficiaires de ces parts-là. En revanche, le risque aujourd'hui, c'est que lorsque le dirigeant d'entreprise vient à partir, s'il n'y a pas eu de protection sociale qui a été mise en place pour couvrir notamment le chiffre d'affaires de l'entreprise, entre le moment du départ du dirigeant et le moment où la famille va pouvoir revendre l'entreprise ou ces choses-là, s'il n'y a pas eu de protection mise en place, ou s'il n'y a pas eu de choses qui sont mises en place en amont pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse le relais ou qui assure la pérennité de l'entreprise, eh bien, entre le moment du décès du dirigeant et le moment de la vente de l'entreprise, la valeur de l'entreprise a pu être fortement diminuée. Et à ce moment-là, ce serait légué la transmission, la valeur que vous transmettez à vos héritiers, dans le sens où, effectivement, il n'y a pas forcément eu la gestion qui était adéquate entre le moment du décès du dirigeant et le moment de la revente ou de la succession de l'entreprise pour les ayants droit. Je ne sais pas si c'était votre question ou s'il y avait autre chose à… J'attends encore quelques instants pour ceux qui sont encore présents. S'il y a d'autres questions qui viennent, oui, bien évidemment. On voit qu'il y a une réponse qui est en train d'être écrite. Bien sûr, évidemment, hein, vous allez avoir mes coordonnées qui vont vous être transmises, hein, bien évidemment, à chacun. On est disponible par téléphone, on est disponible pour venir vous rencontrer
rencontrer en présentiel, n'hésitez pas, vous allez avoir toutes ces coordonnées qui vont vous être transmises juste à la fin de cet événement. Et donc, nous, on est disponible avec le numéro professionnel, ce sera mon numéro direct que vous aurez, pour répondre à vos questions et pour vous accompagner sur ces sujets. D'autres questions d'ici là, eh bien, je vous remercie à tous pour votre attention et pour votre présence à l'occasion pour échanger sur ces différents sujets. Voilà, merci encore à vous, hein, Monsieur Curin, Monsieur Poirot et la G2R. Merci à tous les participants et je vous envoie tout de suite le PowerPoint donc avec les coordonnées et également une fiche de satisfaction que vous pourrez me retourner quand vous aurez un petit moment, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée également. Merci, Monsieur Stinger. Au revoir, merci.